Hiroshi Yuki est un élève faible qui est toujours harcelé à l'école et les choses ne vont guère mieux à la maison où sa famille le méprise. Mais un jour il est forcé de se lancer dans un jeu de réalité virtuelle où, si un joueur meurt à l'intérieur, dans le monde réel, il en paiera un très lourd prix. Et là-dedans, Hiroshi est déterminé à devenir plus fort pour se venger de ceux qui le regardent de haut. Voici Hiroshi aujourd'hui. Il venait tout juste d'avoir une séance d'orientation professionnelle avec son professeur. Ce n'était pas sa première fois là-bas, et comme auparavant, il n'avait toujours pas choisi de voie pour son avenir. Le professeur mentionna l'idée qu'il envisage de réintégrer le club d'athlétisme. D'après les paroles du professeur, il semblait qu'auparavant, Hiroshi avait vécu un événement qui l'avait poussé à quitter le sport, et cela perdurait jusqu'à maintenant, donc il ne s'entraînait toujours pas et n'avait aucune intention de revenir. Le professeur compatissait avec lui, puis commença à l'encourager avec des mots de motivation qui n'avaient rien à voir avec le problème de Hiroshi. En regardant le bureau du professeur, Hiroshi sut qu'il venait juste de lire How to Win Friends and Influence People et était trop dans son truc. La séance d'orientation se termina, et sur le chemin du retour, le regard de Hiroshi se posa sur la cour de l'école où il vit des élèves s'entraîner. Un garçon aux cheveux orange le remarqua et accourut. Ils se connaissaient, et cet ami, tout comme le professeur, lui conseilla de recommencer à s'entraîner, mais Hiroshi répondit toujours non avec sa réponse d'avant. Le garçon aux cheveux orange ne pouvait pas le forcer, alors ils se dirent au revoir. Quant à Hiroshi, pour échapper à ce passé, il se tourna vers les jeux de réalité virtuelle. Aujourd'hui était le jour de sortie d'un jeu qu'il attendait impatiemment, Final Quest par 22. En chemin, excité, se dirigeant vers le magasin de jeux, Hiroshi fut soudainement bloqué par deux voyous de la rue. Bien sûr, en voyant l'air bête de notre gars principal, ce ne pouvait être que du harcèlement. Heureusement, ces types étaient venus pour collecter de l'argent de protection, que Hiroshi le veuille ou non. Après avoir compté l'argent, ils lui dirent que s'il avait un jour besoin de voir quelqu'un tabassé, il leur suffisait de le dire. Hiroshi pensa pour lui-même, « Vous deux, j'aimerais bien être celui qu'on tabasse. » Esquivant les deux voyous, Hiroshi se précipita au magasin de jeux le jour de la sortie. Mais quand il fut temps de payer, il réalisa qu'il manquait de l'argent. En repensant aux voyous, Hiroshi se rendit compte qu'il avait donné par erreur 10 000 yens au lieu de 1 000 yens. Bien sûr, sans assez d'argent, il ne pouvait pas acheter le jeu. Il repartit donc déçu. Ne sachant pas quoi faire, ses pieds s'arrêtèrent devant un vieux magasin de jeux nommé Kizaraji. Sans grand espoir, il entra. Et en effet, comme attendu, chaque jeu là-dedans avait été produit il y a 3 ans. Hiroshi s'approcha de la propriétaire du magasin, une fille à forte poitrine aux longs cheveux blancs, et lui demanda le nouveau jeu Final Quest par 22. En entendant cela, la propriétaire éclata de rire, disant que ce jeu avait été porté jusqu'à 22 parties et n'était toujours pas terminé. Elle se plaignit qu'au minimum ils auraient dû changer le titre pour tromper les nouveaux joueurs. Mais Hiroshi ne se souciait que de savoir si elle l'avait ou non. La propriétaire du magasin continua à blablater que ce jeu était amusant au début, mais qu'il devenait ennuyeux avec le temps parce que qui pouvait jouer jusqu'à 20 parties. Il s'agissait surtout de collecter des choses. Hiroshi se sentit mal à l'aise parce qu'elle avait mis le doigt sur ce qu'il ressentait. En effet, c'était seulement amusant quand il était petit. Et progressivement, ce ne l'était plus. Mais il n'était pas là pour écouter une belle femme à forte poitrine lui faire la leçon. Il voulait juste savoir si elle le vendait ou non. Si elle souhaitait seulement le sermonner, il partirait. Puis la propriétaire s'arrêta et lui dit qu'elle avait le jeu. Elle avait même baissé le prix à 10 000 yens pour s'excuser de l'avoir insulté. Excité, Hiroshi accepta de l'acheter immédiatement. Mais quand l'argent fut échangé, il s'aperçut qu'il avait été dupé, ce n'était pas le jeu qu'il voulait. La propriétaire avait déjà rapidement mis l'argent dans la caisse et ne permit aucun remboursement. Elle insista, ce jeu était meilleur que cette version par 22. D'après sa présentation, c'était un RPG full div totalement immersif qui visait un réalisme extrême. Hiroshi s'en fichait complètement. Il voulait juste récupérer son argent. Toutefois, la propriétaire dit que le jeu était pour adultes, ce qui le rendait encore moins capable de le jouer. Mais elle commença à cajoler et tenter Hiroshi de prendre le chemin obscur, d'abandonner les jeux puérils. Puis la propriétaire du magasin de jeux prit la main de Hiroshi et se présenta comme Ryona. Elle expliqua qu'elle jouait souvent à ce jeu et dit qu'elle lui apprendrait tout ce dont il avait besoin avec son grand cœur et sa poitrine généreuse. Excité par l'enthousiasme, Hiroshi accepta et emporta le jeu chez lui.
Non seulement il obtint le jeu, mais on lui donna aussi le numéro de téléphone de la belle. En regardant le jeu, il découvrit qu'il avait été produit il y a 10 ans. Hiroshi appela Ryona, mais tomba sur la voix de la femme elle-même disant « Le numéro que vous avez composé est actuellement injoignable ». Furieux, il voulut jeter le jeu, mais estima que c'était un gaspillage d'argent. Au moment où il rentra chez lui, il faisait déjà nuit. Hiroshi prévut de prendre un bain avant de jouer. Mais dès qu'il ouvrit la porte de la salle de bain, il vit sa sœur cadette Kaed à l'intérieur. Il s'excusa rapidement et retourna dans sa chambre. Il décida d'essayer le jeu d'abord. Il inséra le jeu dans la console, s'assit sur la chaise et commença à se connecter. Lorsqu'il entra, on lui présenta l'objectif du jeu, vaincre le roi démon et sauver le monde. La quête pour débutants était de quitter la ville et d'aller à Flora City pour recevoir la mission suivante. Hiroshi fut placé dans le corps d'un villageois ordinaire. Le décor était magnifique et le sens du toucher semblait incroyablement réel. Même la douleur paraissait étonnamment authentique. Toujours sous le choc, un PNJ entra pour retrouver Hiroshi. En regardant le design du personnage, il ne pouvait pas croire que c'était un jeu d'il y a 10 ans. Il vérifia le menu de sauvegarde et vit qu'elle était encore là. Sinon, il aurait pensé qu'il avait réellement été réincarné. Le PNJ se présenta sous le nom d'Alicia, l'amie d'enfance de Hiroshi. Elle mentionna qu'aujourd'hui tous les deux iraient cueillir des pommes. À ce moment, un autre PNJ entra et leur dit de venir prendre le petit déjeuner. C'était le frère aîné d'Alicia, Martin. Après avoir entendu qu'Alicia avait accidentellement claqué la porte sur la tête de Hiroshi et l'avait blessé, Martin lui tendit une pomme et dit « Une pomme par jour éloigne le médecin ». Hiroshi la sentit. Oui, c'était l'odeur d'une pomme. Il mordit dedans, et cela lui donna la sensation de manger une vraie pomme. Hiroshi fut ravi d'être tombé sur une telle œuvre d'art. Voyant Hiroshi mordre dans la pomme de façon si grossière, Alicia utilisa un couteau pour la couper pour lui. Puis Hiroshi se souvint de la quête d'ouverture du jeu et demanda aux deux comment aller à Flora City. Au moment où ils entendirent ce nom, tous deux furent surpris. Martin l'avertit de ne pas parler à la légère, le traitant comme s'il était un fugitif. Alicia suggéra qu'ils aillent à la ferme pour parler, mais Hiroshi sentit qu'il réagissait juste de manière excessive et décida d'y aller seul. Soudain, Martin se jeta sur lui et le maintint fermement, disant qu'il ne devait pas fuir. À travers son explication, Hiroshi apprit que pour protéger les habitants des attaques de gobelins, la ville de Ted, où il vivait, avait creusé d'énormes douves autour de la ville. Les habitants de la ville étaient interdits de partir, et personne de l'extérieur n'était autorisé à entrer sauf des envoyés spéciaux. La ville avait aussi coupé toute communication externe. Hiroshi ne pensait toujours pas que c'était si grave et déclara même qu'il abattrait ces gobelins, faisant que les deux regardaient comme s'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Martin décida de lui montrer à quel point ce monde était cruel. Hiroshi, pensant encore que c'était juste un entraînement de début de jeu, prit une posture défensive, mais avant qu'il n'agisse, il reçut un coup de poing complet au visage de Martin. Dans la douleur, il hurla et jura. Voyant que cela ne l'avait toujours pas réveillé, Martin le frappa plusieurs fois, provoquant un saignement de nez. Martin, croquant une pomme, le critiqua en disant qu'avec un corps comme le sien, il ne pourrait même pas abattre un lapin, encore moins un gobelin. À ce point, Hiroshi était furieux. Dans la vie réelle, il avait été harcelé et sous pression, donc il s'était tourné vers les jeux pour se soulager. Pourtant, ici il était encore maltraité à l'intérieur du jeu. Incapable de le supporter, Hiroshi poussa Martin au sol, pensant que c'était juste une poussée normale. Mais de façon inattendue, le couteau avait traversé la gorge de Martin, le tuant. Alicia fut horrifiée par la mort de son frère, hurlant de colère contre Hiroshi. Même s'il prétendait que c'était un accident, mort restait mort. En panique, Hiroshi choisit de fuir, ce qui ne fit qu'alimenter la rage d'Alicia. Elle le poursuivit comme une bête sauvage, forçant Hiroshi à fuir pour sa vie pendant plusieurs jours avant de finalement la perdre dans une ruelle. Toujours secoué d'avoir tué quelqu'un, il se rassura que tout allait bien, ce n'était qu'un jeu et s'il se déconnectait et jouait à nouveau, Martin serait vivant. À ce moment-là, Ryona apparut pour l'aider. Bien qu'elle paraisse belle, elle était de petite carrure. Elle expliqua qu'elle était un personnage de fée personnellement assigné par la compagnie de jeux au propriétaire de magasin. Elle joue le rôle de guide pour lui, donc les PNJ et monstres dans le jeu ne peuvent ni la voir ni l'entendre. Mais au moment où elle arriva, il était déjà trop tard.
Les quêtes débutantes comme la cueillette de pommes ou la rencontre de l'ami d'enfance avaient toutes été bouleversées par lui. Ryona vérifia le tag de titre sur le cou de Hiroshi et il indiquait killer d'ami d'enfance. Sous le choc, Ryona réalisa qu'il avait choisi une voie directe vers l'enfer au moment même où il entra dans le jeu. Hiroshi essaya d'expliquer que c'était un accident, mais comme elle le souligna, tous les meurtriers disent cela au tribunal. Ne voulant pas rester coincé avec ce titre, Hiroshi voulut redémarrer le jeu, mais Ryona lui annonça avec regret qu'il n'existait aucune fonction de redémarrage. C'était un jeu d'hyper-réalisme, comme elle l'avait déjà expliqué. Le jeu sauvegardait automatiquement la progression, même s'il se déconnectait maintenant, la prochaine fois qu'il se reconnecterait, il reprendrait exactement là où il s'était arrêté, ce qui signifiait qu'il garderait le titre de Childhood Frank-Killer jusqu'à la fin. Ryona lui conseilla aussi de ne surtout pas toucher au matériel, car la sauvegarde s'effectuait directement sur l'appareil. S'il essayait de bricoler quoi que ce soit, il devrait racheter une nouvelle console VR qui coûtait 900 000 yens. Seul un fou ferait ça. Ryona ajouta qu'il pouvait en acheter une dans sa boutique pour le prix avantageux de 1 200 000 yens. À ce rythme, elle deviendrait riche rapidement. Hiroshi exigea un remboursement, mais elle refusa, sa boutique affichait une clause claire de non-responsabilité totale. Quand Hiroshi la menaça de poursuivre, Ryona ne fut pas intimidée, elle avait plus de temps et plus d'argent qu'un lycéen. Elle lui conseilla d'accepter la situation et de jouer. Ryona réintroduisit ensuite le jeu, Kiwam Quest, un RPG en full div sorti en quantité limitée au Japon il y a 10 ans. Il n'était plus sous garantie et était considéré comme l'un des jeux les moins populaires de l'histoire. Pourtant, quelques joueurs existaient encore, aussi rares soient-ils. Parmi eux se trouvait Junji, qui avait lui aussi tué son ami d'enfance au tout début du jeu il y a 10 ans. Ryona suggéra qu'Hiroshi le retrouve pour demander conseil. Elle dit ensuite à Hiroshi d'ouvrir sa sacoche d'objets, il y trouva 30 pièces d'or. Ryona recommanda d'acheter des vêtements pour se déguiser, car la nouvelle de la mort de Martin s'était déjà répandue et il était maintenant recherché. Ils entrèrent dans une boutique de tailleur où Hiroshi choisit une chemise à 15 pièces d'or. Le marchand le reconnut immédiatement mais, en tant que commerçant, ne le dénonça pas. Cependant, il augmenta aussitôt le prix à 25 pièces d'or, mettant clairement la pression sur Hiroshi pour qu'il l'achète, et laissant entendre ce qui arriverait s'il refusait. Comme dans la vraie vie, il se faisait exploiter dès le début du jeu. Ne voulant pas subir cela jusqu'à la fin, Hiroshi décida de chercher Junji. Selon Ryona, il vivait dans un casino depuis 10 ans. Ils commencèrent à le chercher. La ville était immense, isolée du monde extérieur, fonctionnant en autarcie. Ici, quiconque sortait sans autorisation était exécuté. Voilà pourquoi personne n'osait se rebeller. Ryona ajouta que si Hiroshi voulait quitter la ville, il devait rencontrer Junji. Ils se dirigèrent vers le quartier des divertissements pour le trouver. Mais au lieu de Junji, ce fut Alicia qui trouva Hiroshi en premier. Même avec son déguisement, il ne pouvait tromper que des inconnus. Pour une amie d'enfance, il était impossible de ne pas le reconnaître. Ryona expliqua que les PNJ de ce jeu étaient dotés d'IA avancées, entièrement autonomes, libres et aussi perceptifs que des humains. Hiroshi insista encore qu'il n'avait pas fait exprès. À sa surprise, Alicia accepta son explication. Elle s'excusa même d'avoir perdu son sang-froid. Elle expliqua qu'elle avait réfléchi, et qu'en réalité, elle l'aimait énormément. Hiroshi soupira de soulagement, croyant que tout était réglé. Mais c'est justement parce qu'elle l'aimait autant qu'elle devait le tuer, ainsi, tous les trois, elle, Martin et Hiroshi, pourraient se retrouver ensemble dans l'au-delà. Elle sortit le couteau qui avait tué Martin et jura qu'elle découperait Hiroshi comme elle épluchait des pommes. Ryona avertit Hiroshi d'être prudent, Alicia était très forte, et la plupart des débutants la choisissaient comme partenaire. Comme elle ne pouvait pas voir Ryona, Alicia pensa qu'Hiroshi priait Dieu, donc elle l'enverrait plus vite le rejoindre. Face au danger mortel, Hiroshi choisit encore une fois de fuir. Ryona le guida en zigzagant pour échapper à Alicia. L'après-midi, Hiroshi se cacha dans une cabane en bois dans la forêt. L'épuisement était exactement le même que dans la vraie vie. Son titre avait été mis à jour en Fast Running Frank-Killer. À bout, Hiroshi voulait mettre le jeu en pause pour aller à l'école le lendemain. Ryona essaya de le persuader de continuer, mais il n'en pouvait plus. Pourtant, lorsqu'il voulut ouvrir le menu, cela ne fonctionna pas. Ryona comprit qu'il devait terminer le combat avant que le jeu puisse sauvegarder. À cet instant, Alicia surgit et lui entailla le bras.
Lors de sa deuxième attaque, Réona la frappa à l'œil, la rendant temporairement aveugle et donnant à Hiroshi l'occasion de fuir. Alicia hurla qu'elle le retrouverait, même s'il courait jusqu'aux confins de la Terre. En courant, Hiroshi réussit à se déconnecter. Essoufflé, il regarda sa main, se demandant depuis combien de temps il n'avait pas couru comme ça. Le lendemain, Hiroshi fut réveillé par un message de Réona, l'invitant à rejouer après les cours. À l'école, Hiroshi raconta son expérience à son ami Takafumi. Ils se moquèrent ensemble de ce jeu pourri. Takafumi ne voulait pas critiquer son hobby, mais lui conseilla d'affronter les types qui le harcelaient. S'il continuait à jouer, il continuerait à le mépriser. Hiroshi s'en moquait. L'après-midi, Hiroshi rentra épuisé et s'écroula sur son lit. Il repensa aux paroles de Takafumi. On frappa alors à la porte, c'était sa sœur, Kaede. Elle lui dit d'arrêter de jouer, car il avait crié toute la nuit et empêché tout le monde de dormir. Elle lui conseilla aussi de reprendre la course au lieu de perdre son temps avec des jeux inutiles. Hiroshi répondit vaguement, puis se reconnecta. Il réapparut immédiatement en pleine fuite, le bras en sang. Il devait d'abord soigner sa blessure. Dans son inventaire, il trouva quelques herbes, mais ne savait pas comment les transformer en remède. Il les toucha au hasard, espérant qu'un miracle fonctionne. À ce moment, un homme ivre s'approcha. Il semblait être un joueur, car il connaissait les PNJ. C'est ainsi qu'Hiroshi comprit que c'était Junji. Hiroshi se présenta et demanda de l'aide. Junji soupira en voyant un débutant, mais utilisa quand même les herbes pour soigner sa blessure. Une fois le soin terminé, ils allèrent discuter dans un casino. Junji lui offrit de la bière, mais Hiroshi refusa car il était mineur. Junji répondit que c'était du cola. Hiroshi goûta, c'en était effectivement, pourtant Junji réussissait quand même à être ivre avec. Hiroshi expliqua alors qu'il avait accidentellement tué son ami d'enfance. Junji éclata de rire et parla à quelqu'un. Hiroshi remarqua que la table comptait 4 chaises, ce qui le rendit méfiant. Il demanda à Junji pourquoi il avait tué son propre ami d'enfance. Junji expliqua que c'était de l'insouciance juvénile, son ami l'avait juste agacé, alors, il l'avait tué. Il avait même tué son amour d'enfance. Hiroshi fut choqué. Junji expliqua que le corps en jeu reproduisait fidèlement les capacités réelles, ce jeu était intensément interactif. Si on n'était pas fort ou rapide d'esprit, on n'arrivait jamais au bout. En 10 ans, une seule personne avait réussi à le terminer, un lycéen incroyablement fort, Kamui, surnommé un match d'adventuré. Le propre titre de Junji était inhumain. Hiroshi demanda ce qu'il devait faire. Soudain, Junji arracha la cape d'Hiroshi et cria à tout le monde que le franc killer était ici. Il conseilla à Hiroshi d'essayer de bluff lors de l'interrogatoire, peut-être qu'il pourrait éviter la punition. Bizarrement, des gardes entourèrent Hiroshi immédiatement. Il tenta de s'enfuir, mais Junji le plaqua au sol et l'assomma d'une prise d'étranglement. Junji fut surpris que, malgré sa faiblesse apparente, Hiroshi résiste autant avant de perdre connaissance. Quand Hiroshi se réveilla, des soldats l'avaient déjà capturé. Il découvrit que Junji l'avait dénoncé pour obtenir de l'argent pour boire. Junji lui conseilla de nier les faits, sinon il serait envoyé aux travaux forcés. Lui-même avait passé 13 ans en prison, alors il s'y connaissait. Hiroshi fut ensuite emmené dehors pour être exhibé devant les habitants, qui lui jetèrent des pierres et se moquèrent de lui. Les soldats eux-mêmes se firent toucher et finirent par disperser la foule. Hiroshi s'effondra. Il n'avait jamais été aussi humilié. Soudain, il se souvint de la déesse du début du jeu, affirmant qu'il était le héros destiné à sauver le monde. S'appuyant sur cette excuse, Hiroshi retrouva un peu de confiance et avertit le garde, s'il ne le libérait pas, il le paierait tôt ou tard. Il déclara qu'un jour, quelqu'un viendrait lui demander de sauver le monde. Le garde le fit taire immédiatement, il avait entendu cette phrase tellement de fois qu'il en avait les oreilles en sang, chaque voleur, chaque criminel disait la même chose. Et en plus, il faisait des heures supplémentaires non payées. Hiroshi essayait encore d'expliquer, mais il aperçut alors la silhouette d'Alicia sur un toit, sous la lumière de la lune. Elle tenait toujours son couteau à éplucher les pommes, avec un œil aveuglé par le coup de poing de Réona. Pourtant, au lieu de l'attaquer, elle choisit de s'éloigner. Pris de panique, Hiroshi supplia le garde de l'envoyer en prison immédiatement. Ils le jetèrent dans une cellule de pierre et partirent préparer l'interrogatoire. Hiroshi voulut mettre le jeu en pause, mais c'était impossible,
la séquence scénarisée était toujours en cours. Avec un soupir fatigué, il décida d'attendre. Après 30 minutes, il essaya de se déconnecter, mais cela ne fonctionnait toujours pas. Après plusieurs tentatives, il commença à perdre la tête, criant jusqu'à en avoir faim, ce qui le força à se taire. Sa faim se transforma ensuite en envie pressante d'uriner. Il décida d'utiliser les toilettes à proximité. Mais au moment où il allait baisser son pantalon, le fantôme de Martin apparut pour le hanter. Surpris, Hiroshi tomba en arrière. Heureusement, il ne s'était pas souillé. Martin continua à l'insulter et à cracher du sang sur lui pour l'avoir tué. Hiroshi se défendit, Martin mangeait une pomme avec un couteau, comment aurait-il pu deviner ce qui arriverait? Martin y réfléchit et admit qu'Hiroshi n'avait pas complètement tort, c'était en partie sa faute. Puis il évoqua une promesse qu'il s'était faite. Il exigea qu'Hiroshi la répète, mais celui-ci n'avait aucune idée de quoi il parlait. Ils étaient amis d'enfance depuis longtemps, mais Hiroshi n'était entré dans le jeu que récemment. Martin comprit enfin et annonça qu'il le hanterait jusqu'à ce qu'il s'en souvienne. Cela rappela à Hiroshi Junji, qui parlait souvent tout seul, peut-être conversait-il avec les deux personnes qu'il avait tuées. Martin s'accrocha à Hiroshi en gémissant qu'il voulait vivre plus longtemps. Terrifié, Hiroshi appela à l'aide. Après plusieurs appels, une voix féminine répondit. Une fille rousse. Il ne faisait aucun doute qu'une petite fille comme elle pouvait travailler ici en tant que geôlière. Elle libéra Hiroshi et le guida quelque part. En chemin, elle se présenta, Misarisa. Elle le conduisit dans une pièce contenant un lit et divers outils. Hiroshi ne comprenait pas, jusqu'à ce que Misarisa sourit d'un air inquiétant et lui demande s'il était prêt. Soudain, un écran rouge vif apparut, demandant s'il était mentalement préparé à une stimulation intense. Rougissant et haletant, Hiroshi pensa, c'est sûrement l'événement adulte dont Réona parlait. Deux forces se battaient en lui, une pure qui voulait appuyer sur annuler, et une autre, excitée, qui voulait appuyer sur oui, désir numéro 1. Misarisa allongea Hiroshi sur le lit et lui ordonna de fermer les yeux. Dans l'obscurité, il entendit clairement le bruit de vêtements qu'on enlève. Il était surexcité, convaincu qu'il allait vivre un moment de bonheur absolu. Puis vint le cliquetis métallique d'outils. En ouvrant les yeux, il se vit attaché, avec Misarisa à ses côtés, vêtue d'une tenue sadique. Elle était en réalité l'interrogatrice de la prison. Elle annonça qu'elle allait jouer avec lui. Plus tôt, elle avait entendu dire qu'il était hanté, alors elle comptait le frapper jusqu'à ce que le fantôme parte. S'il craquait et avouait, il serait exécuté. S'il résistait, la mort de Martin serait attribuée au démon, et Hiroshi serait libéré. Elle commença par scier sa jambe, faisant hurler Hiroshi d'horreur. Plus il criait, plus Misarisa s'excitait. C'est alors que Réona arriva, alertée par ses appels au secours. Elle avoua qu'elle regardait un film et avait oublié leur séance de jeu. Hiroshi la supplia de le libérer, mais les chaînes étaient trop solides, elle ne pouvait que l'encourager à tenir bon. Lorsque la scie entailla légèrement sa cuisse et fit couler son sang, la douleur était insoutenable tant elle paraissait réelle. Désespéré, Hiroshi choisit volontairement de se pisser dessus. Cela excita encore plus Misarisa, qui voulut le couper en morceaux pour le faire pisser davantage. Résigné, Hiroshi abandonna toute résistance. Au moment où la scie allait s'abattre, un garde entra et interrompit la séance de torture. Aucune raison donnée, si ce n'est que le capitaine Tesla l'avait ordonné. Le titre d'Hiroshi fut mis à jour en Fast Running Frank Killer ou Wet Himself. Réona se réjouit, il avait échappé à la mort de justesse. Mais Hiroshi ne ressentait plus aucune joie. Il se déconnecta et jura de ne plus jamais jouer. Réveillé, il vérifia immédiatement si son pantalon était mouillé. Heureusement non. Il se promit de ne plus toucher au jeu. Un jour, une compétition de district eut lieu. Hiroshi décida de courir à nouveau. Même après une longue absence, certains se souvenaient de lui. Au collège, il était considéré comme un monstre en athlétisme. Kaed, sa petite sœur, venait aussi l'encourager. Peu après, Takafumi arriva pour le soutenir. Son ami lui expliqua que leur principal adversaire était un route très talentueux. De plus, de nombreux recruteurs étaient présents, c'était la première compétition du niveau lycée, un événement de grande importance. Hiroshi, nerveux, alla se détendre aux toilettes. Il y rencontra un étranger qu'il reconnut immédiatement, Mike, l'athlète légendaire surnommé le roi de la 2e place.
Après sa retraite, il était devenu reporter. Il était venu spécialement après avoir entendu que Hiroshi avait battu le record de sprint du district. Parmi toutes les équipes talentueuses présentes, Mike plaçait en lui les plus grands espoirs. Ces mots encouragèrent Hiroshi, mais absorbé par la conversation, il oublia complètement d'aller aux toilettes et entra en compétition, avec une envie pressante. Au départ, lui et le roux échangèrent des provocations. Au coup de feu, Hiroshi démarra lentement, mais se calma et accéléra, dépassant plusieurs coureurs. Alors qu'il s'apprêtait à rattraper le roux, il trébucha et tomba, le laissant gagner. Et là, il ne put plus se retenir et laissa tout couler devant tout le monde. Honnêtement, à ce stade, j'irais vivre dans une montagne, loin des humains. Dans les vestiaires, Hiroshi lava son pantalon en souhaitant mourir de honte, puis le jeta à la poubelle. En sortant, Kaed tenta de le réconforter, mais il la repoussa brutalement, blessant ses sentiments. Mike arriva ensuite et jugea sa performance catastrophique. Hiroshi tenta de s'expliquer, mais cela ne fit que dégrader encore plus l'opinion de Mike. Selon lui, l'esprit d'un athlète était primordial, et l'incapacité à gérer la pression était un défaut fatal. Et ce n'était pas le seul problème d'Hiroshi. Le voyant perdu, Mike lui dit finalement une phrase étrange. « Regarde à l'intérieur, et change ton pantalon. » Cela ne signifiait rien pour lui et ne fit que l'agacer davantage. Le lendemain matin, après avoir décidé d'abandonner définitivement le jeu, Hiroshi prit son petit déjeuner. Kaed lui dit qu'il ferait mieux d'éviter de jouer tard la nuit, car il réveillait tout le monde. Hiroshi répliqua qu'elle aussi faisait du bruit quand elle invitait ses amis. Ils se disputèrent, jusqu'à ce que leur mère intervienne. Kaed accusa le jeu d'avoir rendu son frère comme ça. Hiroshi annonça alors qu'il avait abandonné le jeu, surprenant Kaed. Mais elle fut vite déçue, selon elle, il abandonnait toujours tout à mi-chemin. Comme lorsqu'il avait quitté l'athlétisme pour jouer. Et maintenant, il abandonnait même les jeux. Elle le traita de pathétique et partit à l'école. Sa mère expliqua que Kaed voulait juste qu'il redevienne aussi impressionnant qu'avant. Elle parlait toujours à ses amis de son grand frère prodige. À l'école, les deux voyous revinrent lui extorquer de l'argent. Fatigué, Hiroshi paya et partit. Quand Takafumi arriva, Hiroshi l'ignora. Après les cours, son professeur lui demanda ses projets d'avenir. Hiroshi répondit qu'il ne savait pas encore et qu'il devait attendre. En sortant, il reçut un appel de Réona. Elle l'avait appelé plusieurs fois et voulait le voir au magasin de jeux. Par coïncidence, Hiroshi comptait justement s'y rendre. En arrivant, il voulut vendre le jeu. Réona tenta d'éviter le sujet, mais Hiroshi insista. Elle demanda « Pourquoi ? Ce n'était pas déjà évident ? Entre tuer des gens, devenir criminel, finir prisonnier et frôler la mort. » Réona éclata de rire encore une fois, ce qui rendit Hiroshi furieux. Elle était la seule à s'amuser, alors que lui ne l'était clairement pas. Si elle refusait de racheter le jeu, il le vendrait ailleurs. Mais elle lui conseilla de ne pas faire ça. S'il voulait récupérer son argent, elle avait ses raisons, mais ne pouvait pas lui révéler la vérité sur ce jeu. Elle l'avait fait venir pour lui montrer quelque chose, un joueur nommé Kamui, un nom qu'Hiroshi avait déjà entendu de la part de Junji. Réona expliqua que Kamui était le plus jeune membre du conseil municipal de Tokyo, et aussi un joueur extrêmement talentueux de ce jeu. Elle montra à Hiroshi un extrait d'interview dans lequel Kamui affirmait que le jeu avait profondément influencé sa vie et qu'il était le seul à l'avoir terminé. Elle voulait qu'Hiroshi termine le jeu lui-même. Après tout, c'était mieux que d'abandonner. De plus, elle avait trouvé un guide écrit par Kamui lui-même. Hiroshi se demanda pourquoi, si un guide existait, personne d'autre n'avait fini le jeu. Réona expliqua que Kamui l'avait écrit lorsqu'il était encore étudiant, à une époque où tout le monde avait un ego surdimensionné. Son style d'écriture était tellement arrogant et rempli d'insultes que personne ne pouvait supporter de le lire jusqu'au bout. Effectivement, après seulement quelques lignes, Kamui insultait déjà Hiroshi, le traitant de pathétique rien que pour avoir ouvert le guide. Serrant les dents, Hiroshi continua à lire. Les conseils de Kamui pour les débutants, s'entraîner physiquement avant même de jouer, sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course tous les jours, jusqu'à ce que tous tes cheveux tombent. Trouvant cela ridicule, Hiroshi sauta plus loin. Il trouva une section intitulée « Mon ami d'enfance veut me tuer ». Conseil de Kamui. Si vous avez déclenché cette branche d'événements, mourrez 4 fois et finissez en. Pourtant,
il mentionnait une astuce en jeu. Si vous ne pouvez pas gagner un combat, gagnez sans combattre. Trouvez la faiblesse de l'adversaire et exploitez-la. Hiroshi restait sceptique. Ensuite venait, hanté par le fantôme de votre meilleur ami. Kamui conseillait simplement de laisser le fantôme vous suivre. Puis la section des armes, Kamui indiquait une épée cachée dans un coin de la salle de départ. Il suggérait aussi d'acheter des objets supplémentaires. Naturellement, Kamui terminait son guide par une pluie d'insultes visant tout l'arbre généalogique d'Hiroshi. Avalant sa colère, Hiroshi allait répondre quand soudain Réona le prit dans ses bras par derrière et murmura à son oreille. Si quelqu'un d'autre que Kamui réussissait à finir ce jeu, j'aimerais vraiment l'épouser. Et elle voulait bien plus que le mariage. Même avec des nerfs d'acier, Hiroshi fut pris par surprise et la repoussa. Mais en voyant ses yeux implorant pleins d'espoir désespéré, il hésita, puis céda. Il accepta de continuer à jouer. Encore une fois, il se connecta, exactement là où il s'était arrêté. Un soldat lui ordonna de se dépêcher de partir, le poussant avec son épée pour éviter de se faire éclabousser encore. Misarisa, encore euphorique, voulait organiser une autre séance. Hiroshi refusa net. Elle révéla même son désir pervers de garder la couverture qu'il avait mouillée pour préserver l'odeur. En quittant la salle de torture, Hiroshi fut conduit par un passage souterrain pour sortir les prisonniers. Devant eux se dressait un vaste domaine, c'était le palais de la reine, dirigeante de la ville fermée. L'actuel résident et celui qui avait aidé Hiroshi à s'échapper était le chef de la garde royale, le commandant Tesla. À l'intérieur, Tesla tira une chaise pour lui, mais renifla l'air en détectant une légère odeur d'urine. Il expliqua pourquoi Hiroshi avait été épargné. La sœur de Martin, Alicia, prétendait qu'il l'avait tué avec un couteau à fruits. Mais sur les lieux, Tesla n'avait trouvé qu'une épée qu'Hiroshi pouvait manier. D'après son expérience, transpercer la gorge de quelqu'un avec un petit couteau exigeait des compétences professionnelles. Il conclut donc qu'il s'agissait d'un accident. Hiroshi était innocent. Ravi d'avoir enfin rencontré quelqu'un de sensé dans ce jeu pourri, Hiroshi accepta l'offre du commandant pour un repas. Tesla l'avertit cependant, même après avoir appris la vérité, Alicia ne le laisserait pas partir si facilement. Il lui dit de venir le voir à tout moment s'il avait besoin d'aide. Hiroshi le remercia chaleureusement. Après des mois à se cacher comme un fugitif, Hiroshi avait enfin retrouvé sa liberté. Il devait maintenant rentrer chez lui pour récupérer son épée. Réona expliqua que son village étant loin, le voyage prendrait quelques jours. Mais même blanchi, les villageois refusaient de le croire. Ou peut-être avaient-ils passé la matinée à ramasser des pierres sans criminel à lapider, alors ils avaient choisi Hiroshi comme cible. Il dut courir pour sa vie. Quand ils furent à court de pierres, ils prirent des marteaux et des pelles pour le poursuivre comme des zombies à faible PV dans un jeu de tir. Réona commenta, c'était comme la vraie vie. Même lorsqu'une personne était innocentée, certains ne croyaient jamais la vérité. Ils croyaient seulement ce qu'ils voulaient croire. Pour retourner au village, Hiroshi devait traverser le pont là-bas, mais quelqu'un le gardait. Réona suggéra d'acheter des objets en attendant que les villageois se lassent. Après tout, il devait se préparer à sa rencontre avec Alicia. Mais Hiroshi n'avait presque plus d'argent. Il demanda comment gagner de l'argent. Réona répondit. Comme dans la vraie vie, travailler, emprunter, ou vivre sans travailler en volant. Par exemple, il pouvait braquer ce vieux couple, là-bas. Mais Hiroshi n'avait aucune envie de retourner en prison, alors il décida de travailler. Réona l'emmena à un bureau d'emploi, un endroit délabré. Pourquoi ? Parce que les villageois détestaient encore Hiroshi malgré son innocence. Il ne pouvait donc obtenir que du travail illégal ici. Une femme plus âgée l'accueillit en l'appelant directement meurtrier. Même s'il expliquait, personne ne le croirait. Pourtant, elle avait un emploi, travaillait dans les mines pour 20 000 pièces par mois. Correct, mais Hiroshi ne voulait que quelques bombes fumigènes pour se battre contre Alicia, et Réona dit qu'elles coûtaient seulement 200 pièces chacune. Hiroshi demanda un job à l'heure. La femme en avait un, suivre les demandes d'un certain Bure pour 100 pièces de l'heure. Cela paraissait simple, jusqu'à ce qu'elle précise que Bure était un homme d'âge mûr avec un fétichisme masochiste. Hiroshi devrait le fouetter selon ses demandes. Naturellement, Hiroshi refusa. La femme se mit en colère, tant de gens cherchaient du travail, et lui faisaient le difficile. Elle le jeta dehors.
Réona était déçu, il refusait de voler, et il était incapable de travailler. Il ne restait qu'une option, emprunter de l'argent à un autre joueur. Elle emmena Hiroshi voir Junji au casino. En tant que joueur, Junji pouvait voir Réona, et ils se saluèrent. Hiroshi était toujours amer de la trahison de Junji, mais celui-ci affirma qu'Hiroshi devrait le remercier, sans lui, il n'aurait pas été innocenté. Cela mit Hiroshi en rage. Réona tenta de calmer la situation et demanda à Junji de lui prêter de l'argent. Il refusa, disant même à Hiroshi de s'en aller avant de pisser partout. À bout, Hiroshi attaqua. Il se jeta sur Junji, le plaquant au sol. Alors qu'il s'apprêtait à lui mettre un coup de poing façon western, Junji renversa la prise, sortit des poings américains et visa son visage. Grâce à son agilité, Hiroshi esquiva et attrapa les cheveux de Junji. Celui-ci riposta en lui pinçant le flanc. Finalement, Hiroshi prit l'avantage et immobilisa Junji. Mais au moment de l'assommer, le fantôme de Martin réapparut, lui disant qu'il allait encore tuer quelqu'un. Hiroshi paniqua et s'enfuit dans un coin, pointant du doigt le vide. Junji comprenait, lui aussi voyait les fantômes des deux personnes qu'il avait tuées. Ils apparaissaient parfois quelques secondes, parfois une heure entière, avant de disparaître. En parlant, ils réapparurent. Voyant comment Junji parlait dans le vide, Réona comprit qu'il regrettait encore ses actes, c'était pour cela qu'il continuait à jouer. D'une certaine façon, Hiroshi se sentit lié à lui et s'excusa. Junji n'en voulait plus. Grâce à Hiroshi, il avait enfin fait un peu d'exercice après des années d'inactivité. Il accepta alors de lui prêter de l'argent. Dehors, Réona demanda à Hiroshi ce que ça faisait d'avoir vaincu un adversaire plus fort. Avant qu'il ne réponde, son badge changea encore. Best Frankiller, Fast Runner, Panvetter, Endelman Robé. Il allait acheter les bombes fumigènes. Hiroshi entra dans une boutique et rencontra la propriétaire, Melissa. Comme Junji ne leur avait prêté que 600 pièces, Hiroshi acheta 2 bombes fumigènes et garda 200 pièces pour les urgences. Cependant, la propriétaire du magasin exigea des frais de recherche. Bien qu'il ait été blanchi, sa mauvaise réputation persistait. Elle factura donc 600 pièces pour les 2 bombes. Trouvant cela injuste, Hiroshi essaya de partir, mais la sécurité l'en empêcha et le força à acheter. Amer d'avoir été encore une fois surfacturé, Hiroshi réalisa que, mis à part Tesla, tous les PNJ ici étaient aussi pourris que les autres. Après plusieurs jours de marche, Hiroshi retourna enfin là où tout avait commencé. Il ouvrit doucement la porte pour vérifier. À l'intérieur, un silence glacial régnait. Le sang de Martin était encore frais et rouge sur le sol. En regardant autour de lui, Hiroshi aperçut son épée dans un coin de la pièce. Il sembla que rien ne se passerait, il pourrait simplement la prendre et partir. Mais non. Alicia émergea des ombres. Elle savait qu'il reviendrait la chercher et l'attendait. Hiroshi s'empressa d'utiliser sa bombe fumigène pour s'échapper, mais il n'avait pas d'allume-feu pour l'enflammer. Réona lui rappela d'acheter un briquet la prochaine fois, mais il se pourrait qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Alors qu'Alicia chargeait avec un couteau à fruits, quelqu'un fit irruption par la fenêtre pour le secourir. Hiroshi pensa que c'était le commandant Tesla, mais c'était Misarisa venue sauver son petit pipi au pantalon. Misarisa déclara que l'action d'Alicia relevait d'une agression intentionnelle. Et puisque Tesla l'avait déclaré innocent, si Alicia persistait à l'ignorer, elle serait arrêtée. Hiroshi demanda comment Misarisa savait qu'il était là, elle avoua qu'elle le filait, le traquant à l'odeur. Surprise qu'il y ait encore une odeur, Réona expliqua que c'était parce qu'il n'avait pas changé de vêtements depuis son entrée dans le jeu, donc la puanteur d'urine était restée forte. Elle suggéra aussi qu'Hiroshi invite Misarisa dans son groupe, car elle était forte et pourrait le protéger plus tard. Alors qu'il hésitait, Alicia l'attaqua par derrière. Misarisa attrapa sa chemise et l'écarta. Dans l'esprit d'Alicia, il n'y avait qu'une envie, exécuter Hiroshi, son nom blanchi ne comptait pas. Quiconque se dressait sur son chemin devait mourir. Alicia se jeta avec son poignard, mais Misarisa bloqua et la repoussa, puis porta un coup tranchant. Quand la poussière retomba, Alicia avait disparu. Dans la confusion générale, Réona la repéra au plafond. Hiroshi paniqua. Quel genre de jeu réaliste était-ce ? Il saisit l'occasion pour ramasser le couteau qu'Alicia avait laissé tomber et le jeta dehors pour la désarmer, mais elle dégaina immédiatement 2 autres couteaux, pour faire bonne figure. Misarisa passa en mode sérieux.
Et tandis qu'Hiroshi était protégé, il réalisa qu'il pourrait effectivement l'inviter dans son groupe. Cependant, Misarisa révéla la vérité, elle n'était pas là pour le protéger, mais pour le monopoliser et ensuite le torturer jusqu'à ce qu'il se pisse de nouveau dessus. Horrifié, Hiroshi comprit qu'elle ne valait guère mieux qu'Alicia. Les deux folles s'affrontèrent pour lui. Bien que Misarisa fût plus forte, sa vitesse d'attaque était lente. L'agilité d'Alicia lui permettait d'esquiver et de mettre Misarisa sur la défensive. Puis, en une fraction de seconde où Alicia porta un coup, Misarisa para, repoussant les deux couteaux de fruits sans laisser à son adversaire le temps de réagir. Misarisa se prépara à achever Alicia d'un autre coup tranchant. Mais Alicia lui rappela que si Misarisa était forte, elle n'était pas rapide, elle la frappa au ventre, puis porta un autre coup qui la neutralisa. Alicia décida qu'elle s'occuperait plus tard de Misarisa et finirait d'abord Hiroshi. Réona se précipita pour gagner du temps afin qu'Hiroshi s'échappe. Mais Alicia avait retenu la leçon de la dernière fois, il avait une fée de soutien. Elle porta un équipement oculaire protecteur. Se souvenant des conseils de Kamui, quand Alicia chargea, Hiroshi visa la faiblesse de chaque fille, sa poitrine. Il pensa qu'elle réagirait comme prévu. Mais non, elle était habituée à ce genre de ruse. Au lieu de cela, elle le frappa entre les jambes, le mettant à genoux, et lui promit une mort douloureuse. Hiroshi crut que le jeu finirait là. Mais l'esprit de Martin apparut non pas pour aider, mais pour dire à sa sœur de tuer Hiroshi plus vite. Dans cet instant de crise, Hiroshi essaya de se rappeler ce qu'Alicia détestait. Et il se rendit compte que c'était lui. Hiroshi choisit alors d'avouer ses sentiments. Il se confessa à Alicia au moment même où son couteau approchait de son visage. Cette confession inattendue fit vaciller Alicia. Voyant que cela fonctionnait, Hiroshi enchaîna par des mots de séduction. Mais Alicia ne put l'accepter après la mort de son frère, même si c'était un accident, c'était tout de même la mort d'un être cher, son frère bien-aimé. Tout cela était advenu parce qu'il voulait quitter la ville. Elle aussi l'aimait. Mais désormais, rien ne pouvait revenir en arrière. Des larmes roulèrent sur ses joues quand elle lui reprocha amèrement pourquoi il s'était enfui. Après ces paroles, Alicia s'éloigna comme pour fuir la réalité. Même s'il avait échappé à la mort, les paroles d'Alicia firent comprendre à Hiroshi qu'il s'était trompé depuis le début. Il avait cru que ce n'était qu'un jeu. Il n'avait aucun souvenir partagé avec Alicia et son frère. Mais pour elle, ils avaient été de proches amis. Son plus grand péché était d'avoir tué Martin puis d'avoir choisi de fuir au lieu de rester et d'essayer de le sauver. Il réalisa combien il avait été stupide. À ce moment, Misarisa s'éveilla aussi. Hiroshi la remercia de l'avoir aidée, mais elle répondit poliment qu'en guise de gratitude il devrait lui donner un de ses doigts. À l'entendre, Hiroshi n'eut plus aucun remerciement à lui adresser et la chassa. Ensuite, il reprit son épée, réfléchit un instant, et décida d'aller quelque part, demandant à Réona de l'attendre. Il suivit alors le souvenir de Martin, depuis le début du jeu, où celui-ci disait qu'ils avaient fait une promesse près d'un arbre ancien, à la lisière du village. Arrivé sur place, il trouva un énorme arbre antique. Martin apparut, et le frère aîné demanda à Hiroshi s'il était prêt à mourir. Hiroshi sourit et dit qu'il ne l'était pas, car il avait encore des choses à accomplir. Se rappelant le conseil de Kamui, si tu ne peux pas chasser l'esprit, accompagne-le. Hiroshi invita Martin à partir en aventure avec lui. Les deux se serrèrent la main et Hiroshi fut projeté en arrière, dans le passé des trois amis, une époque où ils étaient tout le temps ensemble comme des ombres. Enfin, Hiroshi se remémora leur promesse d'alors, ils seraient toujours amis, pour toujours. Avec cette promesse, il revint au présent et Martin reprit une forme normale, non menaçante. Heureux qu'Hiroshi ait retrouvé ce souvenir, Martin n'eut plus d'attache au monde des mortels. Il remercia Hiroshi et disparut. Même si ce n'était qu'un jeu, Hiroshi fut un peu ému. Réona, qui avait suivi et tout vu, le consola. Désormais, il ne restait plus qu'Alicia, mais il pourrait s'en occuper progressivement. D'abord, il fallait réparer l'épée rouillée et acheter un nouveau pantalon pour remplacer celui taché et malodorant. De plus, le titre d'Hiroshi avait été mis à jour, il était désormais Childhood Frankiller, Fast Running Frankiller, Panvetter, Endolman Robé. Soudain, une cloche retentit dans toute la zone. Hiroshi courut voir ce qui se passait et vit la ville en flammes. Réona fut surprise, elle n'avait jamais rencontré cet événement dans le jeu auparavant. Hiroshi pénétra dans la ville pour vérifier,
Tout le monde paniquait et courait dans tous les sens. Il tenta de demander ce qu'il se passait, mais personne ne l'écoutait, il fuyait simplement. Réona dit que le jeu suivait de près la réalité, les gens ne pensaient qu'à eux et n'avaient pas le temps d'expliquer quoi que ce soit. Elle suggéra qu'il aille demander au forgeron pendant qu'il réparait l'épée. Le forgeron lui apprit que des gobelins attaquaient. Hiroshi, étonné, demanda si la ville n'était pas protégée par des douves. Le forgeron confirma, mais expliqua qu'une sécheresse sans précédent depuis 500 ans les avait asséchés, et que les gobelins en avaient profité pour attaquer. Voyant là une occasion de prouver sa valeur, Hiroshi demanda au forgeron de réparer l'épée afin de combattre les monstres. Mais le forgeron, trop occupé à fuir, lui répondit de la forger lui-même. N'ayant pas le choix, Hiroshi dut aiguiser l'épée seul. Pendant qu'il l'aiguisait, il entendit des cris d'aide dehors. Hiroshi s'impatienta, mais Réona lui rappela qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'affûter la lame, parfois une épée rouillée fait plus de dégâts aux monstres. Cela semblait sensé. Hiroshi courut dehors pour combattre, mais Réona l'arrêta, il n'avait pas encore la force nécessaire. Les gobelins étaient trop puissants, s'il sortait maintenant, sa probabilité de mourir serait de 120%. Si vous mourrez dans ce jeu, vous affrontez des conséquences terrifiantes. Hiroshi pensa qu'il pourrait réellement en mourir dans la vie réelle. Mais Réona dit qu'on le bannirait définitivement du jeu et que sa console serait détruite. Même elle devait admettre que ce jeu était véritablement pourri. Réona révéla qu'en fait quelqu'un était déjà mort en jouant et que sa console avait été bloquée. De nombreuses poursuites avaient été engagées contre la compagnie du jeu, mais la société avait utilisé son pouvoir et son argent pour étouffer l'affaire. Ensuite, des manifestations éclatèrent et se répandirent jusqu'aux boutiques de jeux. Peu après sa sortie, ce jeu poubelle fut oublié, ce qui expliquait aussi pourquoi Réona n'avait pas voulu lui dire la vérité quand il avait essayé de vendre le jeu, et l'avait au contraire attiré pour qu'il le rachète. De se déconnecter et d'aller demander conseil à Kamui. Cependant, avant de quitter le jeu, Hiroshi implora Réona de le laisser voir les gobelins une seule fois. Elle accepta, mais lui ordonna de rester silencieux. Hiroshi entrouvrit la porte pour jeter un coup d'œil et fut choqué par leur apparence et leur vitesse incroyable. Après les avoir regardés, il s'apprêtait à se déconnecter quand il entendit soudain le cri d'un enfant. Un gobelin avait pris pour cible une petite fille. Sans hésiter, il se précipita pour la sauver, mais Réona le retint en rappelant que la console valait 120 000 yens et qu'elle ne pouvait la lui faire qu'à 126 000 yens. Hiroshi fut abasourdi, elle devait être folle, le prix d'origine n'étant que de 90 000 yens et elle le surfacturait massivement. Malgré tout, Réona lui conseilla d'abandonner, car la fillette n'était qu'un PNJ, pas une vraie personne. Mais en pensant à Martin, il ne put l'abandonner, une vie était en jeu, et il ne voulait voir personne mourir sous ses yeux. Pendant qu'ils discutaient, 3 soldats apparurent dehors pour protéger la fillette. 3 contre 1 aurait dû suffire, mais le gobelin était trop fort. En un clin d'œil, il arracha le bras d'un soldat. Les 2 autres attaquèrent ensemble, mais la créature, si rapide, se glissa derrière l'un d'eux, déchiqueta le second, puis arracha les 2 bras du troisième avant d'achever sa victime. Hiroshi fut horrifié. Réona expliqua que c'était la raison pour laquelle on conseillait aux débutants de quitter la ville au plus vite afin d'éviter de croiser des gobelins. Hiroshi demanda s'il n'existait vraiment personne capable de les combattre. Réona répondit qu'il y en avait 2, Kamui et un autre homme nommé Ada, qui dans la vraie vie était champion de boxe de l'Orient et du Pacifique. Dans une interview, quand on lui demanda quel était son adversaire le plus coriace, il répondit « le gobelin ». Même sachant qu'il n'y avait aucune chance de victoire, Hiroshi décida d'aller sauver la fillette. Réona, lasse de son entêtement, promit de lui accorder une réduction sur une nouvelle console, mais lui dit tout de même de changer de pantalon. Le forgeron en avait laissé un derrière. Un peu sale, certes, mais mieux que de secourir quelqu'un en portant un pantalon imbibé d'urine. Une fois prêt, Hiroshi prit sa position et Réona distrairait les gobelins pour qu'ils puissent s'emparer de la fillette. Dès que la créature se détourna, Hiroshi bondit pour attraper la fillette, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait en réalité 2 monstres. Pourtant, il ne recula pas. Il dit à la fillette de courir ailleurs pendant qu'il bloquerait les 2 monstres, mais ils choisirent quand même de la poursuivre. Hiroshi se lança aussitôt à leur poursuite. Dans un moment de vie ou de mort, il activa sa compétence d'accélération et sauva la fillette en un instant. Mais même après cette fuite, il ne pouvait pas continuer de fuir indéfiniment,
il devait trouver un moyen de vaincre les deux gobelins. À cet instant, Tesla arriva en armure dorée. D'un seul coup d'épée, il transforma les deux monstres en exorcistes aux cheveux blancs. Des soldats arrivèrent également, et Hiroshi remit la fillette à leur escorte. C'était la première fois que Hiroshi se sentit comme un héros. Son titre fut mis à jour. Il était désormais Childhood Frankiller, Fast Running Frankiller, Panvetter et Allman Robey, un titre d'une absurdité totale. À ce moment, Tesla s'approcha. Ayant été témoin de son courage, le commandant l'invita à devenir mercenaire pour protéger la ville. Hiroshi accepta sur le champ. Combattre aux côtés de Tesla signifiait que le commandant le protégerait en cas de problème. Tesla proposa de l'emmener au terrain d'entraînement royaux pour s'exercer. Une fois tout cela terminé, Hiroshi sauvegarda et quitta le jeu. Il était heureux d'avoir progressé. À l'école, Hiroshi raconta les événements en jeu à Takafumi, qui se réjouit qu'il prenne plaisir à cela. Takafumi remarqua que Hiroshi avait changé un peu. Ce soir-là, avant de se reconnecter, Hiroshi regarda le guide de Kamui. Kamui expliquait comment quitter la ville de départ de 3 manières. Premièrement, accomplir quête secondaire et principale pour augmenter la réputation du joueur dans la ville. Une fois assez haute, Hiroshi pourrait demander un laissez-passer de sortie. Deuxièmement, s'évader par la porte arrière, mais on y rencontrerait des gobelins sur le point d'attaquer la ville, ce qui exigeait la force pour les combattre. La troisième façon était la pire. Avant l'événement des gobelins, on pouvait former un groupe pour contre-attaquer et s'échapper, ou se cacher quelque part pendant 4 jours le temps que les gobelins aient terminé, puis se faufiler dehors. Alternativement, on pouvait rejoindre la garde royale de Tesla, mais Kamui avertissait que seul un fou choisirait de se battre aux côtés de ce commandant. Le taux de mortalité y serait extrême, jusqu'à 300%. Cependant, Kamui donna aussi des conseils pour ceux qui choisiraient de s'enrôler. Si le joueur avait déjà le titre de Greatest Frankiller, il y avait encore une chance. Mais avant de commencer les instructions, il fit promettre quelque chose à Hiroshi. Il le félicita ensuite d'avoir échappé au fantôme qui le hantait et à la petite malédiction de la fillette poursuivante. Les instructions suivantes ne lui offriraient que 0,5% de chance de survie. D'abord, il faudrait tenir pendant les 5 premières séances d'entraînement. Ensuite, il faudrait survivre à la seconde attaque des gobelins. Bien que très difficile, s'il réussissait, il découvrirait de nombreux secrets intéressants. Kamui n'en dit pas plus, tout dépendrait des capacités de Hiroshi. Déterminé à ne pas racheter une nouvelle console, Hiroshi déclara qu'il gagnerait. Il se réconcilia ensuite avec sa sœur, lui disant qu'il finirait le jeu et qu'il pourrait faire du bruit ces prochains jours. Il espérait qu'elle comprendrait. Cette fois, il ne fuirait pas comme il l'avait fait en athlétisme. Hiroshi entra de nouveau dans le jeu. Après avoir accepté la demande de Tesla, il fut conduit au château de la reine. Comme Kamui l'avait dit, survivre 5 jours serait possible. Tesla mena d'abord Hiroshi pour lui présenter la reine. Elle se présenta comme la gouverne souveraine de la ville fermée. Pendant que Hiroshi la saluait, elle le prit soudainement dans ses bras, bénissant ses gardes comme des personnes importantes. Hiroshi fut si heureux qu'il gémit de plaisir. Tesla conduisit ensuite Hiroshi au terrain d'entraînement où il rencontra 2 autres novices, Natada et Balu. Tesla expliqua que leur mission serait de repousser les gobelins attaquant le château de la reine. Après ces explications, le commandant partit et laissa un homme nommé Bob emmener Hiroshi à ses quartiers. On lui assigna une chambre privée. Réona, jusque-là silencieuse, lui conseilla de se taire quand Bob parlerait car il pourrait donner des informations utiles. Après s'être changé, Bob emmena Hiroshi s'entraîner. En tant que recrue, Bob allait lui enseigner quelques bases du combat. Bob l'encouragea, assurant que rien ne serait trop difficile. Soudain, en touchant le corps de Hiroshi, Bob fit remarquer qu'il était plutôt mince, davantage taillé pour le travail d'espionnage. Hiroshi protesta. Au terrain d'entraînement, il s'avéra que l'instructeur était le même soldat qu'il avait arrêté précédemment. Détestant Hiroshi depuis le départ, il lui infligea un entraînement plus dur que celui de Natada et Balu. Après le départ du soldat, une fille arriva, Cathy, celle qui avait ramené la fillette saine et sauve plus tôt. Elle avait entendu parler du courage de Hiroshi et fut heureuse de le rencontrer. Tandis qu'il bavardait, le soldat rappela à Hiroshi de reprendre l'entraînement. Hiroshi eut alors un combat d'entraînement contre le soldat. Bien sûr, sans aucune expérience, il se fit battre et humiliant, le soldat le railla en le traitant de faible comme un escargot. Cependant,
Natada intervint et administra une correction aux soldats, restaurant l'honneur du groupe de recrues. À présent vu comme faible, personne ne fit plus attention à Hiroshi, pas même Katie ou Bob. Et voilà le résultat d'un lycéen voulant devenir mercenaire, être complètement isolé parce qu'il était trop chétif. Une journée épuisante passa ainsi, et Hiroshi s'affala sur son lit en se répétant qu'il n'avait plus que 4 jours à tenir, puis s'endormit. Le deuxième jour, le système de sommeil du jeu fonctionna comme dans la vraie vie et le laissa exténué. Réona l'informa qu'il avait trop dormi. Paniqué, il se changea rapidement et se précipita dehors pour rejoindre les autres, mais plus personne ne se souciait de lui. Leur attention était entièrement consacrée à l'entraînement de Natada. On lui dit ensuite, par un soldat nommé Amos, de commencer par pratiquer des moulinets d'épée. Pendant l'entraînement, Natada et Balu l'abordèrent. Tous deux avaient entendu parler de sa réputation de franc killer. Et peu importe combien il y a, ils ne crurent pas qu'il n'avait tué personne. Natada alla jusqu'à lui signifier de connaître sa place et de ne pas provoquer d'ennui. Au milieu de ce moment tendu, Katie intervint pour couper court, et Natada et Balu laissèrent Hiroshi tranquille. Il commença alors à s'entraîner avec Katie et grâce à elle, il apprit pas mal de choses. Mais avant qu'il n'ait pu assimiler grand-chose, au troisième jour, il fut opposé à Natada. Et bien sûr, un coup suffit à terrasser Hiroshi. Natada et Balu se moquèrent de lui, incapables même de relever la tête. Tant dans la vie réelle que dans le jeu, Hiroshi se sentit plus inutile que jamais. Assis seul dans un coin après cela, Réona tenta de le réconforter. Hiroshi savait que ce serait dur, mais il ne s'attendait pas à une telle difficulté. Réona lui demanda de tenir encore un peu et l'emmena dans une salle de conseil qu'elle venait de trouver, suggérant qu'en parlant de tout cela, il pourrait aller mieux. Lui faisant confiance, il entra et se confia sur son isolement dû à sa faiblesse et sur le fait d'avoir même été extorqué. Le conseiller l'écouta puis lui dit sèchement que le problème venait de lui. Il n'avait aucun talent mais avait choisi de rejoindre l'armée, il n'avait donc que lui à blâmer. En entendant cela, Hiroshi s'énerva encore plus, il était venu pour décompresser, et le conseiller ne faisait qu'aggraver les choses. Réona fit remarquer que, dans la vraie vie, les services de conseil n'aidaient souvent pas beaucoup non plus, ce qui exaspéra Hiroshi davantage. Pourquoi l'avoir amené ici si elle le savait? À ce moment, Katie arriva en disant qu'elle savait qu'il retenait sa frustration et qu'il devait la libérer. Elle suggéra d'essayer de prier, ça pourrait aider. Sur ses conseils, lui et Réona allèrent à l'église se confesser. Après avoir écouté son histoire, la religieuse déclara qu'il était maudit et qu'elle allait procéder à un rituel de purification. Il pensait à quelque chose de solennel, mais la sœur se contenta de lui verser un seau d'eau froide dessus et annonça que c'était terminé. C'était absurde, mais il ne pouvait rien y faire. Comme prévu, cela n'eut aucun effet, au 4e jour, il se fit encore rouer de coups. Après qu'Amos eut fini, Natada et Balu vinrent lui extorquer de l'argent. Quand il dit qu'il n'en avait pas, ils le clouèrent au sol et le tabassèrent. Katie intervint et fit venir Amos pour arrêter la scène. Mais Amos fit comme si de rien n'était. À ce stade, la situation d'Hiroshi était si misérable que même Réona plaisantait encore, ce qui la faisait paraître terriblement insensible. Hiroshi craqua et se disputa avec elle. C'est alors que Katie le vit se parler tout seul. Natada et Balu la menacèrent, si elle continuait à traîner avec Hiroshi, on la traiterait de la même manière. Ne voulant ni subir de coups ni être humilié, Katie nia le connaître. Hiroshi avait vraiment la poisse, harcelé à la fois dans le jeu et dans la vie réelle. Heureusement, dans la vraie vie, ses amis ne l'avaient pas encore trahi, mais cela finirait probablement par arriver s'il restait faible. Tandis que Natada et Balu se moquaient de lui, Réona rit même avec eux, laissant Hiroshi incertain quant à ses alliés. Par pitié peut-être, elle promit néanmoins de l'aider. Le 5e jour, dernier jour d'entraînement, tôt le matin, Natada découvrit que quelqu'un avait volé ses chaussures et les avait jetées dans les égouts. Il chérissait ses chaussures parce qu'elles avaient été fabriquées par sa mère. Mais ce n'était que le début, ensuite son épée disparut, et il la retrouva plus tard coincée dans une toilette. Naturellement, Hiroshi fut le premier suspecté, puisque personne d'autre n'avait été frappé par Natada. Bob intervint, arguant qu'il n'y avait aucune preuve, et les autres confirmèrent n'avoir vu personne s'approcher du casier de Natada. À cet instant retentit un cri, toute l'équipe se précipita au vestiaire et y trouva la cuisinière. Elle expliqua que sa culotte avait été volée et retrouvée dans le sac de Natada. Aux yeux de tous, il devint un pervers.
Il fut critiqué et méprisé, et même Balu se joignit à la foule pour le chasser. Le harceleur goûta ainsi à ce que ça faisait d'être harcelé. Plus tard, on apprit que Nata avait été renvoyé de l'armée. À la surprise générale, Tesla arriva avec une lettre accusant Amos d'avoir volé les chaussures, saboté l'épée et monté Natada. La lettre expliquait que tout venait du fait qu'Amos avait été humilié lorsque Natada l'avait battu et la lettre était signée par Balu, ce qui provoqua une rupture entre eux. Tesla demanda des comptes à toute l'équipe. Cathy se leva la première pour confirmer la véracité des faits, suivie des autres. Amos fut renvoyé et Tesla annonça qu'un nouveau commandant serait bientôt nommé. Cathy et les autres s'excusèrent auprès d'Hiroshi et il apparut que Reona était à l'origine de toute l'affaire. Bien qu'il lui en fût reconnaissant, faire pleurer un vieil homme de cette façon lui sembla excessif. Le lendemain serait le jour de l'attaque des gobelins. Hiroshi n'était pas mentalement prêt. Reona lui demanda s'il allait abandonner. Bien sûr que non, il en était arrivé là, et même s'il mourait, ce serait après avoir tout donné. Voyant sa détermination, Reona se sentit soulagée. Puis elle révéla enfin la vraie raison pour laquelle elle l'avait fait jouer, elle voulait détruire le jeu. L'histoire remontait à 10 ans, quand elle était encore joueuse et avait rencontré Kamui. À l'époque, avec l'état d'esprit d'une lycéenne, elle aimait beaucoup les hommes plus âgés. Apprenant qu'il allait quitter la ville, elle eut le courage de lui avouer ses sentiments. Il la repoussa pour une raison qui la blessa profondément, sa poitrine, anormalement développée, lui faisait peur. Depuis, Reona lui en voulait et décida de trouver quelqu'un capable de battre le jeu afin de détrôner Kamui par vengeance. Elle prévoyait aussi d'épouser le vainqueur pour faire le show devant Kamui et lui faire regretter de l'avoir rejeté 10 ans plus tôt, un mobile ridicule mais personnel. Tard dans la nuit, Hiroshi ne put dormir et sortit prendre l'air. Il découvrit que Reona avait tout planifié pour cette vengeance, il eut le sentiment que tous ses efforts n'avaient servi à rien. À ce moment, Tesla passa également, il ne dormait pas non plus, ne sachant pas quand les gobelins attaqueraient. Les deux discutèrent, et le commandant apprit qu'Hiroshi souhaitait quitter la ville. Tesla avoua qu'il voudrait lui aussi partir s'il n'était pas commandant de la garde, il voulait voir le vaste monde. Il promit que, s'il survivait à la bataille, il accompagnerait Hiroshi pour s'assurer que tout se passe bien. Hiroshi se déconnecta pour relire le guide de Kamui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il fut surpris de trouver sa petite sœur Kaede qui le regardait. Il lui demanda ce qu'elle faisait dans sa chambre, elle répondit qu'elle était venue s'assurer qu'il avait répondu quand elle l'appelait pour le petit déjeuner. Voyant qu'il allait bien, Kaede repartit. Hiroshi se remit alors à lire le guide de Kamui sur l'événement gobelin. Fidèle à son tempérament puéril, Kamui commençait par une série d'insultes sur l'incompétence et la nullité d'Hiroshi. Il exigea ensuite qu'Hiroshi lui promette quelque chose avant de donner ses indications. Kamui révéla une astuce qui surprit profondément Hiroshi en la lisant, puis son site planta. Se rappelant ce stratagème, Hiroshi resta pensif. Le 6e jour, l'événement d'attaque des gobelins débuta. Reona était surexcitée, s'agitait autour d'Hiroshi comme une mère préparant son enfant. Avait-il assez mangé? Était-il allé aux toilettes? Tesla prit la parole et présenta les nouveaux commandants de la campagne, Misarisa et Alicia, toutes deux réputées terrifiantes dans le milieu des mercenaires. Misarisa, la masochiste, Alicia, la couteau de l'enfer. Hiroshi en frémit. Les gobelins n'étaient pas son seul souci, surtout face au regard froid et perçant de son ancien ami d'enfance. Tesla fit un discours pour galvaniser les troupes, mais faute de monstres visibles, il ordonna aux soldats de quadriller la ville. Hiroshi fut affecté au village et son propre village, et Tesla envoya Misarisa et Alicia pour l'accompagner afin qu'ils puissent régler leurs différends. Hiroshi supplia le commandant de revenir sur sa décision, mais Tesla insista, ils devaient résoudre leur conflit pour qu'ils puissent coopérer contre les gobelins. À contre-cœur, Hiroshi accepta et garda ses distances pour éviter les tourments des deux femmes. Les trois patrouillèrent dans les rues silencieuses où la majorité des habitants s'étaient barricadés. Soudain, un vol éclata, un voleur s'enfuit avec un sac et poussa Hiroshi. En passant près d'Alicia, elle arracha le sac et trancha immédiatement la main du voleur. Hiroshi ne prit même pas la peine de remettre la main avant de rendre le sac à la victime, qui s'évanouit d'effroi. Misarisa interrogea le voleur. Il avoua qu'on l'avait incité, on lui avait dit que les soldats partiraient combattre les gobelins et que la ville serait sans défense, une aubaine pour piller. Il révéla aussi que de nombreux vols se déroulaient en ce moment même. Quand Hiroshi exigea de savoir qui avait commandité ces actes, le voleur désigna un casino.
Les trois s'y rendirent et trouvèrent de nombreux civils pris en otage. Ils repérèrent un homme qui semblait assez fort pour être le chef. Misarisa et Alicia s'occupèrent des bandits tandis que Hiroshi libérait les otages, car les deux femmes le considéraient encore comme faible. Le plan fonctionna, Alicia et Misarisa neutralisèrent les bandits un à un pendant qu'Hiroshi affranchissait les captifs. À sa grande surprise, Junji se trouvait parmi eux. Il expliqua que les bandits prévoyaient d'enlever des gens pour les vendre au Cambodge. Mais quand Alicia vainquit l'homme chauve, elle réalisa qu'il était trop faible pour être le chef. Le véritable cerveau de l'opération était Junji. Il le maintint dans une prise d'étranglement, le prenant en otage, exigeant que tout le monde laisse leurs objets de valeur et disparaisse, sinon il lui briserait la nuque. Mais Hiroshi n'était plus le lâche qui fuyait systématiquement. Il donna un coup de coude dans le ventre de Junji pour se dégager. Misarisa voulut l'achever, mais Hiroshi insista pour se battre lui-même contre l'homme. Depuis leur dernière rencontre, Junji s'était préparé en se procurant des points américains. Au moment où les deux allaient en venir aux mains, Alicia mit fin au combat d'un seul coup de poing, ordonnant à Hiroshi d'arrêter de se ridiculiser. Tous les bandits furent capturés. Mais tout cela faisait en réalité partie du plan de Junji. Il voulait se faire arrêter pour rester en prison, y avoir de la nourriture gratuite et éviter complètement les gobelins. Hiroshi le trouva pathétique avant qu'on ne l'emmène. Hiroshi lui conseilla de changer de voie, et se faire sermonner par quelqu'un de plus jeune fit réfléchir Junji un instant. Tesla apparut alors et félicita Hiroshi d'avoir attrapé les malfaiteurs. Hiroshi reporta les louanges sur les deux femmes, mais avant qu'il ne puisse en discuter davantage, une alarme retentit, les gobelins attaquaient la porte ouest. Tout le monde se précipita, mais Hiroshi eut soudain une douleur d'estomac. Il prétexta prendre un raccourci et courut aux toilettes, se forçant de toutes ses forces. Dès qu'il eut fini, il remonta son pantalon, prêt à rejoindre le combat pour découvrir qu'un gobelin l'avait observé pendant tout ce temps. Hiroshi cria pour appeler Réona à l'aide. Mais hors du jeu, elle n'entendit rien et pensa qu'il avait simplement des hémorroïdes. Soudain, la tête du gobelin fut tranchée par Misarisa, qui l'avait suivi dès qu'il avait couru aux toilettes. Elle réclama son épée pour l'examiner, puis le poignarda à la jambe, le faisant hurler, ce qui sembla ne faire qu'exciter Misarisa davantage. Profitant de l'absence d'Alicia, Misarisa l'invita à devenir sienne, promettant de lui procurer de grands plaisirs au sens le plus cru. Mais la carapace de Misarisa était quelque chose que Hiroshi ne pouvait supporter. À ce moment, Alicia entra et les interrompit. Les deux se disputèrent et Hiroshi s'éclipsa pour rejoindre Réona, mais la douleur d'estomac revint, déclenchée par le stress comme la fois où il s'était pissé dessus à l'entraînement d'athlétisme. Déterminé à ne pas abandonner, Hiroshi se calma. Une fois la douleur passée, Réona lui dit de se rendre à la porte nord où Misarisa et Alicia se trouvaient déjà. Il sprinta et arriva juste à temps pour voir l'équipe de Tesla se préparer à affronter une horde de gobelins nombreux, féroces et comprenant des types de haut niveau. La bataille fit rage. Tesla balayait les groupes d'ennemis avec des compétences à large effet. Misarisa les tailladait en savourant le combat. Alicia frappait depuis l'ombre et les figurants anonymes tombaient pour l'effet dramatique. Quand ils eurent fini avec la horde, Cathy et Bob accoururent pour annoncer que des gobelins avaient percé la porte ouest et attaquaient le manoir de la reine. Sentant qu'un ennemi puissant s'y trouvait, Tesla ordonna à tous de défendre le manoir pendant qu'il s'y rendait seul. Hiroshi le suivit, soit pour aider, soit pour être un point mort. En arrivant, ils virent un énorme ORC rouge-borgne qui massacrait les soldats. Tesla révéla que c'était l'ORC dont il avait autrefois arraché l'œil, faisant de ce combat une revanche. Il envoya des hommes chercher une cage de fer pendant qu'ils combattaient. Quand leurs armes s'entrechoquèrent, l'impact fut assourdissant. Observant sur le côté, Hiroshi était effaré, conscient que Wanai était dangereusement puissant. Il voulut aider, mais tremblait de peur jusqu'à l'arrivée des deux femmes qui lui ordonnèrent de les laisser faire. Misarisa chargea la première, mais fut immédiatement projetée contre un mur et assommée. Alicia comprit que l'adversaire était à la fois rapide et puissant, et engagea un duel à grande vitesse. Le combat prit fin lorsque des soldats arrivèrent avec une cage contenant des enfants gobelins pris en otage. Les pleurs de ces enfants distrayèrent Wanai, et Tesla porta le coup fatal. Mais Hiroshi sentit que quelque chose clochait, c'était trop facile, pas du tout comme ce que Kamui avait décrit. En regardant de plus près les enfants gobelins, il réalisa qu'ils avaient été capturés bien avant aujourd'hui. Il affronta Tesla qui resta muet, puis abattit Wanai et le regarda. « Tu en sais trop, dit-il.
la reine apparut et révéla la vérité. Elle faisait capturer des enfants gobelins pour provoquer à répétition des attaques, afin de se poser ensuite en sauveuse, d'unir la population et de transformer la ville en territoire indépendant, coupé du pouvoir des autres nations et empêchant les citoyens de partir. Tesla et la reine utilisaient les gobelins comme moyen de contrôle. Le commandant vertueux que Hiroshi admirait était en réalité un hypocrite qui, après avoir attisé la foule, éliminait des soldats pour faire taire des témoins. Naturellement, Tesla se retourna contre Hiroshi et l'avertissement de Kamui sur un taux de mortalité à 300% prit tout son sens. Dès le départ, on était forcé d'affronter un boss de haut niveau. Tesla déclencha immédiatement sa capacité ultime pour tuer Hiroshi d'un seul coup. Terrifié, Hiroshi pria pour une mort sans douleur, mais Alicia intercepta l'attaque. Hiroshi demanda pourquoi. Alicia répondit que Martin lui était apparu en rêve, lui demandant de le pardonner. Elle l'accepta et le protégeait secrètement, heureuse qu'il se soit confessé à elle. Elle espérait qu'il vivrait pour elle et pour son frère. Puis elle mourut dans ses bras. Hiroshi demanda à Réona si les PNJ pouvaient être ressuscités. Hélas non, ce n'était pas possible. Toujours considéré comme faible, dans le jeu comme dans la vie réelle, Hiroshi avait encaissé jusque-là. Cette fois-ci, il n'en put plus. Il riposta. Lorsque Tesla se jeta sur lui, Hiroshi dévia chaque frappe en appliquant les astuces que Kamui lui avait enseignées avec succès. En revenant au souvenir des instructions de Kamui, celui-ci expliquait qu'il était possible d'augmenter significativement ses statistiques dans ce jeu lorsque les émotions du joueur fluctuaient, mais uniquement les émotions positives. Tant que l'on gardait une foi inébranlable, la passion et le courage au plus profond de son âme, on pouvait s'élever au-dessus de l'adversité et changer son destin. Et enfin Kamui disait, ce n'était pas juste une astuce de jeu. C'était la réalité. Hiroshi se redressa et lança une attaque implacable sur Tesla, ses coups pleuvaient comme une tempête, forçant Tesla à se défendre. Puis, en un instant, Hiroshi le désarma et s'élança pour l'estocade finale, mais son épée de débutant ne put percer l'armure de haut niveau de Tesla. Acceptant la fin que lui promettait ce réalisme extrême, Hiroshi pensa sa fin venue. Tesla dégaina une autre épée pour l'exécuter. À ce moment, Hiroshi revit Martin et comprit qu'il était peut-être déjà mort. Hiroshi pleura et s'excusa auprès de Martin de ne pas avoir protégé Alicia. Martin sourit pour le rassurer, puis lui rappela la promesse qu'ils avaient faite lorsqu'Hiroshi l'avait invité à partir à l'aventure. Martin lui dit que c'était le moment de se battre. De retour en jeu, l'épée brisée d'Hiroshi fut soudain enveloppée d'une aura et brisa la lame de Tesla. C'était ce qu'on appelait l'épée démoniaque. Les deux se dressèrent pour l'assaut décisif. Tesla concentra toute sa force et chargea à la vitesse de la lumière. Hiroshi se prépara à l'affronter calmement. Soudain, la reine intervint, elle poussa Hiroshi de côté et reçut l'épée de Tesla droit dans l'estomac, mettant ainsi fin à la séquence. Hiroshi se réveilla pour trouver sa console en flammes. Le lendemain, déprimé par une mort aussi absurde, il parla avec Réona. La propriétaire du magasin le consola, avouant qu'elle n'avait pas prévu une telle tournure. Elle lui proposa même de lui prêter une console de rechange. Hiroshi répondit qu'il réfléchirait. Il alla ensuite sur son ordinateur pour fermer le guide de Kamui et découvrit une nouvelle entrée intitulée « Vous avez été tué et avez perdu votre console ». Comme Kamui l'avait dit, ce jeu était la réalité, il suffisait d'y croire. Il pouvait continuer depuis juste avant sa mort, il devait trouver une nouvelle console, insérer le disque endommagé et entrer 10 fois le code que Kamui lui avait donné. S'il avait de la chance, il reviendrait 1 heure avant sa mort. Avec l'espoir de sauver Alicia, Hiroshi décida qu'il reviendrait dans le jeu, mais pas encore, il devait se préparer sérieusement. Jour après jour, il s'entraîna. Sa famille commença à le regarder d'un œil plus favorable. Son professeur, toujours sans réponse quant à ses plans d'avenir, accepta néanmoins car il sentait que quelque chose en Hiroshi avait changé et y voyait un caractère qui pourrait mener loin. Quant aux 2 voyous qui lui réclamaient de l'argent, il les força à reculer pour qu'ils ne l'importunent plus. Puis, 1 mois plus tard, Hiroshi retourna au combat. Cette fois, il était déterminé à sauver tout le monde. Merci d'avoir regardé toute la série. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour que je puisse vous proposer plus de résumés d'animes.